Donc, tout d'abord, Hélène Brown, qui vous a salué tout à l'heure, qui travaille au CETREC et qui va faciliter notre conversation libre autour du thème d'aujourd'hui. Je suis également en compagnie de Sylvie Pelletier, qui est chercheuse à l'ICA comme moi, et également de Caroline Badeau, qui sera notre hôte technique aujourd'hui. Donc, si jamais en cours de route, vous avez un petit pépin technique, n'hésitez pas à communiquer avec elle dans le chat. Et je suis également accompagnée de Mylène Choquette, qui est facilitatrice graphique et qui on a le plaisir d'avoir aujourd'hui avec nous. Et elle va mettre en image nos réflexions et nos échanges autour du thème du compte personnel de formation. Mylène, est-ce que tu voulais nous présenter tout d'abord ton image de départ? Oui, voici. Donc, on met la table, la page est blanche, puis elle va se remplir durant le webinaire. Merci beaucoup. Et on a aussi le plaisir d'avoir avec nous deux invités, M. Gilles Pinte et M. Marc Dennery. On va vous les présenter tout à l'heure après notre petite introduction. Donc, je vous rappelle que l'objectif de cette série de webinaires, c'est de favoriser la réflexion collective sur des actions concrètes qu'il serait intéressant de mettre en place en éducation des adultes pour répondre à des problèmes ou à des enjeux concrets, par exemple en ce qui concerne l'accès à la formation ou encore le financement. Les 3 premiers webinaires de la série portent sur un thème spécifique. Ils vont donc nous permettre de réfléchir collectivement et d'échanger sur des dispositifs qui existent dans différents pays. L'idée est de voir justement si ce qui existe ailleurs, bien, est-ce qu'il serait intéressant peut-être de l'implanter également dans notre contexte. Le dernier webinaire de la série va être un petit peu plus différent, un format plus libre. Donc, dans les 3 premiers webinaires, donc à partir d'aujourd'hui, on va vous avoir invité à nous partager ou à nous communiquer des idées de dispositifs que vous connaissez, qui ont déjà été implantés ou peut-être qui le sont toujours, que ce soit ici au Québec ou ailleurs dans le monde, et qui serait intéressant de réfléchir collectivement sur ces dispositifs-là. Donc, si vous avez envie de nous en partager des exemples de dispositifs en éducation puis en formation des adultes, on vous invite dès aujourd'hui à nous les communiquer dans le chat. Nous, on va en faire une liste sur le site de l'ICA, puis c'est à partir de cela que nous allons réfléchir à notre dernier webinaire qui aura lieu au mois de mai. Donc, le webinaire d'aujourd'hui, comme vous le savez, porte sur le compte personnel de formation. Donc, quelques éléments sur le déroulement de notre webinaire. On va tout d'abord vous proposer quelques éléments pour introduire la réflexion. Donc, on veut s'assurer que, dès le départ, tout le monde sache un peu de quoi il est question quand on parle du compte personnel de formation. Puis, ma collègue Sylvie va nous donner quelques éléments juste pour rappeler un peu le contexte que ce type de dispositif-là s'inscrit toujours dans un environnement où il y a beaucoup de mesures, de programmes et d'autres dispositifs. Au Québec, on n'a pas de compte personnel de formation, mais il y a beaucoup de mesures comme l'aide financière aux études, la loi sur les compétences, donc appelée généralement la loi du 1%, qui ont des visées similaires. Ensuite, on va passer la parole à notre collègue Hélène qui va vous expliquer le déroulement de la conversation libre et qui va la faciliter. Donc, pour ce webinaire, on s'est demandé s'il serait pertinent de mettre en place justement un tel dispositif, celui du compte personnel de formation, pour répondre à des enjeux qu'on a ici en éducation et en formation des adultes. Quels sont les modèles qui existent? Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ce type de dispositif-là est intéressant pour démocratiser l'accès à la formation et pour réduire les inégalités d'accès à l'éducation et à la formation des adultes? Donc, d'entrée de jeu, rappelons que le compte personnel de formation, c'est un dispositif d'accès à la formation continue et il en existe dans différents pays. Ça prend le nom de compte personnel de formation, de droit individuel de formation, de compte d'apprentissage tout au long de la vie, etc. Donc, en France, le dispositif dont on va discuter plus amplement avec nos invités aujourd'hui, on a le compte personnel de formation qui a remplacé en 2014 le droit individuel à la formation. À Singapour, par exemple, dans le cadre du programme SkillsFuture, on a depuis 2016 le SkillsFuture Credit. Le Royaume-Uni a déjà expérimenté aussi des dispositifs similaires. Le Pays de Galles en a un également actuellement, le Personal Learning Account. Il y a quelques États américains aussi qui ont testé différents modèles de dispositifs de compte de formation et il y a également dans certains États encore aujourd'hui des projets pilotes qui sont en cours pour mettre en place des Lifelong Learning Accounts.
Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Grosso modo, ces dispositifs-là, je vais juste donner quelques éléments. Je ne vais pas entrer vraiment dans le détail parce que ça, on veut le faire avec nos invités, puis aussi dans le cadre de notre conversation, mais pour s'assurer qu'on parte avec une compréhension commune. Donc, comment ça fonctionne en général, ce type de dispositif-là? Donc, les personnes admissibles vont bénéficier d'un montant annuellement pour suivre une formation. En France, par exemple, c'est à partir de 16 ans. À Singapour, c'est à partir de 25 ans. Ce montant-là va généralement s'accumuler durant la vie active. Et le montant qu'on peut avoir va varier en fonction de notre statut. Est-ce qu'on est salarié? Est-ce qu'on est un demandeur d'emploi? Est-ce qu'on travaille à temps plein ou on est à temps partiel? Les personnes généralement moins qualifiées vont avoir accès à un montant un peu plus important. Donc, est-ce que ce type de dispositif-là nous permet de faire ou de suivre n'importe quelle formation? Bien, la liberté de choisir sa formation va dépendre beaucoup des dispositifs. Mais en général, l'idée, c'est de favoriser l'accès à des formations qui visent l'insertion ou la réinsertion en emploi, la mobilité professionnelle. Dans certains cas, le choix est à faire parmi une liste de formations prédéfinies. Dans d'autres cas, on a un peu plus de liberté. Et une question importante qu'on peut se demander, bien, qui finance ce genre de dispositif-là? Encore une fois, les modèles de financement varient un peu, mais il y a généralement un partage du coût entre les entreprises, l'État et les individus. Mais les entreprises, dans plusieurs cas, sont vraiment la principale source de financement. D'autres acteurs peuvent contribuer, par exemple des acteurs régionaux, des acteurs du marché du travail, par le biais de dispositifs ou de financements complémentaires pour permettre aux gens d'avoir le montant nécessaire pour la formation qu'ils souhaitent suivre. Donc voilà, une petite entrée en matière sur le compte personnel de formation. Je vais donner maintenant la parole à ma collègue Sylvie qui va nous rappeler un peu quelques éléments dans notre contexte qui pourront être utiles dans notre discussion. Alors, bonjour, ça fait plaisir de voir autant de monde aujourd'hui. Alors, moi, je vais vous présenter un peu les programmes qui existent au Québec afin d'identifier peut-être comment un compte personnel pourrait s'aligner avec ce type de programme-là. Il y a donc différents programmes au Québec qui offrent du financement, mais à chaque fois, je dirais qu'il faut satisfaire à certains critères. Le financement se rattache parfois à l'entreprise, parfois à la personne, mais même lorsqu'il est rattaché à la personne, celle-ci doit satisfaire à certains critères et faire une demande. C'est donc pas ouvert à tout le monde. Les besoins de main-d'œuvre du Québec orientent plusieurs des formations offertes. L'entreprise décide des formations qu'elle compte offrir, mais il existe quand même des mesures qui visent les travailleurs et les travailleuses plus directement. Le premier, ma collègue en a parlé, ce sont les programmes de formation de la main-d'œuvre et la loi du 1 il s'agit de programmes qui ont été développés par le gouvernement dans un souci de développement et de perfectionnement des compétences et pour soutenir les entreprises dans leur adaptation au changement. Je m'excuse, C'est ouvert Sylvie, à peux-tu tous les... parler un petit peu plus fort? Il y a quelqu'un qui a Ah mentionné oui? dans le chat qu'on ne t'entend pas très bien. OK. J'ai mis mes écouteurs, puis moi, je m'entends trop. Je pense que je vais les... J'ai l'impression de parler un petit peu. C'est pas le cas. Vous m'entendez bien? Ou juste approcher du micro, ouais. Ouais. OK. Alors, je les ai enlevés. Alors, les Ah, mesures C'est beaucoup pour mieux. les entreprises sont subventionnées en partie par le gouvernement du Québec et tous les types d'entreprises sont admissibles, y compris les coops et les travailleuses et les travailleurs autonomes. La loi du 1 ce qu'elle prévoit, c'est que toutes les entreprises ayant une masse salariale de plus de 2 millions sont soumises à la loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences et donc doivent offrir de la formation à leurs employés. Le gouvernement offre divers autres programmes pour favoriser l'intégration des travailleurs et des travailleuses, mais qui sont déjà en emploi. Donc, différents programmes de stage, de francisation, etc. Une aide financière est prévue aussi pour les employeurs, les employeuses, les travailleurs et les travailleuses qui préparent un projet de formation sur des compétences professionnelles ou techniques. Pour les personnes elles-mêmes, il y a une mesure de formation de la main-d'œuvre pour les personnes intéressées à obtenir un diplôme d'études professionnelles. Donc, on vise les personnes, mais encore là, c'est une clientèle précise, soit les personnes en emploi qui satisfont à des critères précis. À côté de ça, il y a aussi des formations de courte durée, comme on l'a vu récemment, qui sont ouvertes à une aide financière. Mais encore là, c'est le gouvernement qui a décidé
en fonction de ses besoins de main-d'œuvre, quelle formation allait être offerte. Je pense ici à celle de préposés aux bénéficiaires qui visait à recruter 10 000 personnes et plus, et celles qui viennent d'être lancées en décembre pour différents métiers de la construction avec l'objectif de former de 4 000 à 5 000 personnes dans certains métiers en demande. Je parle de formation courte parce que au lieu de conduire à un diplôme d'études professionnelles, c'est-à-dire un DEP, ça conduit à une attestation de diplôme professionnel, un AEP, et au lieu de s'étaler sur 6 à 18 mois, c'est une formation qui est étendue de 4 à 6 mois. À côté de ça, il y a l'aide financière aux études du gouvernement du Québec, ce qu'on appelle ici communément le programme des prêts et bourses. Mais encore là, pour y avoir droit, une personne doit remplir différentes conditions de résidence, de revenus, de lieu d'études, d'autonomie. Et donc, l'aide financière est calculée en fonction des revenus. On peut avoir le droit uniquement à un prêt ou on peut avoir le droit, si les revenus sont insuffisants, à un prêt et à une bourse. Mais on peut avoir le droit à rien du tout aussi. On peut l'utiliser pour des formations professionnelles autant que des études collégiales ou universitaires. Enfin, le dernier programme qui relève du Canada, qui pourrait d'une certaine façon se comparer au compte de formation, compte personnel de formation, mais c'est le crédit d'impôt remboursable qui se rattache à la personne, mais qui encore là on doit rencontrer certains critères. C'est-à-dire que pour y avoir droit, il faut remplir une déclaration de revenus, satisfaire à certaines conditions précises de résidence, de montant maximum du crédit, de revenus, d'établissement d'enseignement admissible, etc. Et il faut donc faire une déclaration et le remboursement n'est pas très élevé. Il y a un montant théorique, un plafond théorique qui n'est pas très élevé non plus et qui ne se renouvelle pas, contrairement, par exemple, au compte personnel de formation en France. Alors voilà, c'est un tour rapide, mais je vais donner la parole à Hélène pour qu'on garde plus de temps pour les présentations et la discussion. On va ouvrir mon micro, ça va aller mieux. Voilà, oui, bonjour à tous. Alors maintenant que nos collègues Émilie et Sylvie nous ont mis la table, nous ont donné un peu de contenu sur c'est quoi ce dispositif qu'on appelle le compte personnel de formation. Allons-y avec, je vous partage un peu un visuel. Voilà, voilà. C'est bon, on le voit. J'ai... Oui, OK. Bon, je regarde Caroline qui est notre haute technique pour voir si je fais bien ça. Alors, comment maintenant la partie interactive, hein, on a appelé ça un webinaire interactif pour révéler des possibles en éducation, révéler des actions nécessaires. Comment participer à ce webinaire interactif? On va utiliser la méthodologie qui est nommée Fishbowl. C'est un type de cercle de conversation. Je vous explique un peu son fonctionnement. Euh, D'abord, une intention au centre qui est d'échanger avec des experts que je vais vous présenter dans quelques minutes, de vivre de nouveaux apprentissages, hein, on va jouer avec ça, et de révéler des actions nécessaires en éducation des adultes. C'est nos trois intentions. Maintenant, bon, la méthode Fishbowl. Qu'est-ce qu'une conversation en mode fishbowl? Dans la vie physique réelle, on serait comme ça en ce moment là. Ça a été pris il y a quelques années là, à l'Université Concordia. C'était une conversation de ce type-là. Vous voyez les gens au centre, les chaises. Il y a, il y a, il y a cinq, il y a quatre invités. Donc, il y a une personne, toutes les personnes au centre ont un micro. Et les personnes à l'extérieur n'ont pas de micro. Donc, les gens au centre ont la parole. Il y a deux invités, une facilitatrice, une animatrice, hein, qui pour accompagner la conversation.
Et donc, ça va être le même principe pour nous aujourd'hui. Il y aura des chaises vides, 2 chaises vides, et à tout moment, bien, notre hôte technique, Caroline, lorsque vous allez activer la main virtuelle pour vous joindre à la conversation, va vous donner la parole et moi, je vais vous accueillir dans le cercle. Alors, l'idée, c'est vraiment de... attendez, je vous montre une petite image, là, voilà. Notre bocal à poisson, hein, vous voyez dans cette illustration-là, on a encore les chaises au centre. On a une chaise, il pourrait avoir 2 chaises vides pour laisser place à quelqu'un qui est là, qui a envie de plonger. On n'est pas dans un mode question-réponse. On est vraiment là pour avoir une conversation, et cette conversation-là, il y a une question au centre qui va guider notre conversation. La voici. Donc, c'est la question auquel on va ensemble tenter de répondre. Je vous la lis. En quoi ce dispositif, le compte personnel de formation, sera intéressant ici au Québec et comment pourrait-il contribuer à favoriser l'accès à la formation et à l'apprentissage tout au long de la vie? Voilà, c'est la question que nous allons tenter de répondre. Alors, un peu dans la posture, hein, on est vraiment en mode, on parle avec intention, on écoute avec attention. Je vous le dis parce qu'on va essayer de suivre le fil de la conversation, le sens émergent. Bien sûr, quand vous allez arriver dans le bocal à poisson, dans le cercle de conversation, peut-être que ce que vous allez avoir pensé, on va être rendu plus loin dans la conversation. Donc, je vous invite à suivre le sens émergent pour qu'on ait une conversation qui soit bien, riche et nous amène peut-être à révéler quelque chose. Alors voilà, la parole maintenant à nos invités qui vont nous mettre la table, qui vont lancer, qui vont être les premiers à se lancer. Alors, j'ai notre premier. Donc voilà nos invités. Tiens, voilà. Alors, nous avons Monsieur Gilles Pinte, maître de conférences en sciences de l'éducation et de la formation à l'Université Bretagne-Sud et chercheur au Préfic. C'est un pôle de recherche, francophonie, interculturelle, communication, sociolinguistique. Ses travaux de recherche portent sur la formation des adultes, l'analyse des dispositifs de formation professionnelle et la place de l'expérience dans l'éducation et la formation. Il a publié là, toute une série de travaux sur ces thématiques. Vous trouverez dans le chat certaines des liens vers ces publications. Alors, je ne vois pas le chat, mais j'imagine, ah oui, ça a été partagé. Alors, et notre deuxième invité, et je leur laisse la parole dans quelques instants, Monsieur Marc Dennery. Alors, Monsieur Dennery est cofondateur et directeur associé de C-Campus. C-Campus, c'est un organisme de formation spécialisé dans la formation des acteurs de la formation. Créé en 2007, et il forme en France chaque année un grand nombre de tuteurs, de formateurs, etc. Il a écrit plusieurs livres, des centaines d'articles de blog et animé des centaines de conférences sur le management de la formation et la transformation des métiers et des organisations de la formation. Alors, voilà qui on accueille aujourd'hui, qu'on a la chance d'accueillir au Québec. Alors, voilà. Donc, voilà. Et avant le début de la conversation, donc on débute la conversation. Vous avez 4 minutes et c'est à vous maintenant la parole. J'arrête mon partage d'écran. Euh, Allez-y, monsieur Pinte ou monsieur Dennery. C'est libre à vous de vous lancer, de nous faire un 4 minutes. Allez-y, oui. Ou Marc, si vous voulez y aller, vous y allez, hein. C'est pareil, allez-y, allez-y. Alors, je vais trancher. Non, mais je peux commencer si vous voulez pour peut-être planter un petit peu le décor et puis Marc peut compléter évidemment s'il y a des Excellent. choses sur le sujet. Donc, Lancez-vous, monsieur Pinte. Ouais. alors voilà, donc le compte personnel de formation, là on commence à avoir un petit peu de visibilité puisque on a fait, comme vous l'avez bien dit, il a démarré dans les années 2000-2014 sous un autre nom, en sachant qu'il n'était pas très connu et pas très mobilisé par les adultes en formation, par les salariés, etc. Et donc en 2018, il y a eu une volonté du gouvernement et du ministère du Travail de créer un outil qui soit plus appropriable par les salariés.
Le ministère du Travail, je crois, disait à l'époque, c'est un outil d'émancipation sociale à la main des actifs. Donc ça, c'était dans le projet de la loi de 2018. Donc il y avait ces mots importants, outil d'émancipation sociale à la main des actifs. Donc on pourra en rediscuter. Mais en tout cas, voilà, c'était un petit peu l'objet de la loi, c'était de dire on va démocratiser et on va faire en sorte que le compte de personnel de formation soit utilisable par le plus de salariés, de demandeurs d'emploi, de jeunes aussi, puisqu'on peut ouvrir un compte à partir de 16 ans. Donc là, avec un petit peu de recul, on s'aperçoit qu'effectivement, le côté outil à la main des actifs, c'est possible puisqu'on peut, de son smartphone ou de son écran d'ordinateur, on peut, en tant qu'individu, voir combien on a de sous sur son compte de formation. On peut choisir via son ordinateur ou son téléphone portable un organisme de formation, une formation, et on peut faire un contrat de formation avec un organisme de formation. En théorie, on n'est pas obligé de le rencontrer, on n'est pas obligé d'avoir un conseil en orientation avant, etc. Donc on suit la formation, soit de manière présentielle, soit de manière hybride, soit de manière complètement digitale. Et puis ensuite, eh bien, on va pouvoir noter l'organisme de formation, etc., etc. Donc on est arrivé, vous voyez, dans une logique, mais hyper individualisante de ce qu'est la formation. Donc on pourrait se dire, ça c'est plutôt le côté positif. Les études montrent que ben, certains salariés, certains demandeurs d'emploi se sont emparés de ce dispositif, alors parfois pour le meilleur et parfois pour le pire aussi, parfois sur des formations qui ne sont pas véritablement très, très qualifiantes, mais bon, voilà. Et puis, ben, une autre partie des personnes ne sont pas emparées du dispositif parce qu'elles ne le connaissent pas. Parce que mine de rien, aller en formation lorsque on connaît mal le secteur de la formation, parce que, je ne sais pas moi, dans le secondaire, on était considéré comme un mauvais élève, ou parce qu'on manque d'informations sur la formation, bon, ça se passe un peu plus mal. Et puis, ce que je disais à Émilie Tremblay la semaine dernière quand on discutait, on a mal anticipé le fait que des escrocs sont venus, je vois Marc qui acquiesce, sont Il y en a venus, beaucoup. il y en a beaucoup, sont venus en fait démarcher les salariés eux-mêmes en disant utilisez votre compte formation, donnez-nous vos codes, vous avez 5 000 euros à dépenser avant demain matin 8 heures. Et il y a énormément de gens qui se sont fait donc dépouiller de leur compte personnel de formation en quelques heures. Donc là, en fait, il y a des études intéressantes qui pourraient être faites justement sur le sujet de finalement à quoi ça a servi. Ce qu'on sait pour le moment, c'est que globalement, il y a eu à peu près entre le DIF et le CPF, depuis le CPF, depuis 2018, on a à peu près 7 millions de Français qui ont utilisé leur CPF. Sur 25 millions d'actifs, c'est-à-dire des personnes qui sont soit en emploi, soit qui sont demandeurs d'emploi. Donc on a cette donnée chiffrée. On manque, ou en tout cas, moi, je n'ai pas les informations, mais on manque d'informations un peu sur les aspects qualitatifs. Le deuxième point, alors, par rapport à ce que je disais, par rapport à la loi, puis je m'arrêterai là pour laisser la parole aussi à Marc, mais deuxième point, c'est justement, c'était prévu comme un outil d'émancipation sociale. Et là, moi, je suis plutôt en désaccord avec cet objectif qui était dans la loi, parce que ce n'est pas un dispositif suffisant pour suivre une formation qui soit réellement qualifiante. Donc ça, c'est important. D'ailleurs, on peut suivre des petits bouts de formation, mais suivre une formation du type collégial ou du type universitaire, là, on n'a pas forcément suffisamment de budget pour pouvoir le faire, et ça demande un accompagnement qui est un peu plus important, mais on va avoir l'occasion d'en reparler, quoi. Alors, on n'est pas dans l'émancipation. Qu'en pensez-vous, Monsieur Dennery? Ah bah, je partage totalement le bilan Oui. de Gilles, on ne se connaît pas, mais on partage le même bilan. Moi, je vais vous donner quelques chiffres pour compléter peut-être. J'avais préparé que ça, mais j'avais préparé quand même quelques chiffres qui sont totalement officiels, qui sont vous trouverez sur Internet. Donc le dispositif, il a démarré en 2018 officieusement, réellement en novembre 2019 sous la nouvelle formule. On a eu 1 million de personnes formées en 2020, 2 millions en 2021, 1,8 million, on a un peu rebaissé en 2022,
Et on doit être pas loin des 7, 8 aussi en 2023. On n'a pas encore les chiffres, mais voilà, on retrouve bien les 7 millions dont parlait Gilles tout à l'heure. Voilà. Donc c'est un grand succès, je dirais, quanti, parce que les autres dispositifs avant, on y reviendra, c'était en quelques dizaines de milliers. Si on prend le CIF, par exemple, congé individuel de formation, qui a été créé en 71, c'était 30 à 35 000 par an à peu près. Donc on n'était pas du tout dans les mêmes proportions. Voilà. Le DIF, c'était un peu plus, mais ça n'avait pas décollé. Alors il faut savoir, moi sur l'émancipation, je suis tout à fait d'accord. Juste deux, trois chiffres. Coût moyen d'un CPF aujourd'hui en France, 1 400 euros. Donc je pense que ça doit faire 2 000 dollars canadiens, ça doit être ça, non? C'est 1,5 dollars canadiens, je crois. Si je ne me trompe pas, hein. Enfin, vous ferez, enfin, en tous les cas, c'est 1 434 euros. TTC, alors en France, TTC, il y a 20% de taxes. Donc en fait, ça fait 1 200 euros à peu près hors taxe, même un peu moins. Donc voilà, c'est très très faible. Donc à ce prix-là, on n'a pas une vraie formation. Donc je rejoins totalement ce que disait Gilles. Après, il faut savoir quand même que sur ces formations, 19% c'est des permis de conduire. Et là, on vient d'ouvrir enfin au permis moto et ça a été la formation qui a eu le plus de succès au mois de janvier. Donc, bon, sur l'émancipation, effectivement, on peut se poser des questions. Alors, chez nous en France, on a deux types de certifications. On a des certifications longues qui correspondent à un métier, elles s'appellent le RNCP, et les formations et les certifications courtes qui correspondent à des certifications, je dirais, comme des habilitations électriques, comme des PMI en management de projet ou des choses comme ça. Vous voyez, des petites certifications. Il faut savoir que 15% des formations visaient une certification de type RNCP seulement. 46% visent du répertoire spécifique. Le reste, c'est des permis ou du bilan de compétences. Ou la création ou reprise d'entreprise, qui n'est pas une certification qui a été supprimée depuis. Voilà. Donc, Gilles a très bien parlé des arnaques. Elles se chiffrent en millions d'euros aujourd'hui, mais on n'a pas vu tous les effets négatifs. Il faut savoir qu'en 2017, il y avait 66 000 organismes de formation. Aujourd'hui, il y en a 88 000 en France. Donc, ça, c'est grosso modo un quart de plus, un tiers de plus, pardon. Voilà. Alors, ce qui est très bien au niveau parité, c'est formidable. C'est 50-50, les hommes, les femmes, pareil. Donc, ça, c'est très bien. Après, les ingénieurs et cadres, finalement, ont moins mobilisé que la proportion d'emplois, puisqu'il n'y a que 15% d'ingénieurs et cadres. Et bon, moi, j'ai un chiffre comme quoi il y aurait en France 21% d'emplois ingénieurs et cadres. Bah, je ne suis pas sûr de mon chiffre de 21%, mais bon, voilà. Donc, c'est aussi un succès pour le côté, je dirais, quand même, ouvrir à des personnes qui n'avaient pas l'habitude d'aller en formation, des petites formations. Mais moi, je dis petite formation pour aller dans le sens de Gilles, parce que oui, effectivement, ben voilà, c'est pas du RNCP, c'est pas des formations longues, c'est 1 400 euros, voilà, ça va pas très loin. Donc, moi, je dirais deux choses pour finir ce premier échange, c'est qu'il y a un vrai succès quantitatif, il y a quand même une vraie appropriation par les Français de ce dispositif, parce que 2 millions par an, c'est pas rien quand même. Ça fait 10% en gros de l'effectif cible, donc c'est quand même pas rien. Mais au niveau qualitatif, il va falloir qu'on regarde de très près. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'il faut 10 ans pour évaluer un dispositif. Là, on est à 3 ans, 3-4 ans, quoi, hein, selon comment on compte. Donc, c'est un peu tôt encore pour évaluer. Mais moi, je ne dirais pas que c'est un succès, je ne dirais pas que c'est un échec non plus. Je dirais, soyez prudents si vous voulez copier, quoi. Voilà. C'est un succès en devenir. Peut-être, voilà. Peut-être. Peut-être pas aussi, voilà. Oui, hein? Alors après, je pense qu'on pourra débattre parce que après, Mhm. enfin, je pense qu'on partagera des points de vue sur qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça se passe mieux. Ah oui, ça, c'est une bonne question. Merci. Et il faudra le Est-ce que c'est... replacer aussi dans l'histoire. Je crois qu'il faut le repasser dans l'histoire française de la formation, qui est quand même Mhm, bien très sûr. particulier. Bien sûr, ça Donc, a il n'est son pas copiable comme contexte. ça. Mhm. Merci. C'est ce que vous aviez envie de nous dire pour débuter, M. Dennery. Voilà, Alors, oui, et on va puis, échanger, hein, vous avez j'imagine. d'autres petits bouts que tu sais, vous pourrez, à tout moment, là, vous allez voir, ça,
on peut en ajouter. Ce qui ferait le moment 11h03, alors allons-y avec la conversation libre. Puis quand je dis allons-y, là, à tout moment, activez la main virtuelle, on vous laisse rentrer dans notre espace, dans notre cercle de conversation. Puis, des fois, ça prend un peu de courage. Alors, j'aimerais qu'on salue, on honore les gens qui ont le courage de se lancer, de prendre parole. Alors, allons-y avec courage et bienveillance. Puis nos deux invités ont toujours le micro ouvert. Et idéalement, bon, on va avoir un mélange des paroles, des voix. Alors, oui, ben là, je vois une main réelle, mais ça, c'est valide aussi à Monsieur Bédard. Allez-y, Oui, plongez, merci de briser la glace. C'est ça, je me suis dit Oui, aussi. bonne idée. Et j'avais une petite question qui me titillait. Je ne sais pas si j'ai manqué l'information. Bonjour, messieurs Dennery et Pinte. Euh, Merci de la présentation. Ça titille la curiosité beaucoup. Je me demandais, est-ce que euh, les comptes individuels de formation, en termes de critères d'accessibilité, est-ce que c'est pour les seuls citoyens français? Est-ce que c'est pour les gens de l'Union européenne, que des migrants temporaires? Bon, étant donné la situation au Québec, on a quand même des gens, il y a un corpus d'immigrants qui visent la résidence permanente ou qui l'ont et qui visent la citoyenneté, mais il y a tout un gros corpus d'immigrants temporaires au Québec aussi qui Mhm. ont des intérêts pour essayer entre autres, se franciser. Mais bon, je laisse répondre. Mhm, mhm. Puis, là, c'est une question, mais tu sais, quand vous prenez parole, c'est pas nécessairement, on n'est pas dans un mode question-réponse, hein, on est dans un mode échange. Je vais vous inviter de dire votre nom et votre organisation. Alors, Oui, pardon. ben, allons-y quand même avec cette question-là euh, C'est de des M. salariés. C'est des Bédard, salariés qui, qui est intéressant de voir qu'est-ce que... Oui, allez-y, M. Dennery. Oui, oui. c'est des salariés qui travaillent en France, qui peuvent capitaliser 500 euros par an, salariés ou non salariés d'ailleurs, qui capitalisent 500 euros par an. Et au bout de 10 ans, c'est plafonné à 5 000 euros, mais il n'y a pas de critère d'origine. Il faut juste pouvoir travailler en France, quoi, voilà. Enfin, travailler, il faut juste travailler en France, voilà. À ma C'est le connaissance, hein, je seul... laisse le Gilles compléter, hein, mais pour Oui, moi, non, 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 non. enfin, il y a aucune Non, question derrière sur l'origine de la personne. ouais, non, enfin, Pour avoir droit au CPF, il faut le capitaliser. Et cette capitalisation, elle passe par des années de travail, puisque c'est 500 euros par an. Ou 800 euros si on est si on a une basse qualification. Et c'est plafonné à 10 ans. Donc ça fait 5 000 ou 8 000 euros. Voilà. Mais il n'y a pas l'origine des personnes enfin, ne nous intéresse pas. En oui, France, non, il n'y a non. pas sur les Voilà, origines ouais. des personnes. Si un migrant a un visa de travail et qu'il travaille, il a le droit au CPF. Le conjoint d'un agriculteur ou la conjointe d'un agriculteur ou d'une agricultrice a droit aussi à un CPF. Je connais moins les modalités, mais ça a été vraiment très, 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 C'est très large. élargi. Et Puis un juste pour apprenti vous... de 15 ans peut aussi ouvrir un droit au CPF. Ce qu'on n'a peut-être pas dit quand même, c'est que ce droit au CPF, il est pas, enfin, il est à vie. Il est pas, vous pouvez l'utiliser tout au long de la vie, même si vous changez d'entreprise, etc., quoi. Mhm. Oui, C'est un c'est droit, important de le dire, hein, on est vraiment ouais, dans c'est un droit qui touche la l'apprentissage tout au personne. long de la vie. Donc, c'est ce Voilà. nouveau Et c'est un droit, vrai capital. l'apprentissage. Ouais, Pardon? C'est un vrai capital. Oui. C'est un capital pour se former, quoi. Puis, on a dit tout à l'heure que c'était 16 ans et plus, hein, c'est bien ça? Mm. Donc, ou tout 15 au ans long de la pour, vie, mais à partir de la ouais. vie à 16 ans. Et Juste pour 15 les ans gens... ouais, 15 ans Oui. pour certains apprentis Ah, aussi. ah oui, OK. Oui, Donc, donc, juste pour les gens voilà. qui se sont joints au cours de la conversation, quand on utilise le CPF, le compte personnel de formation, juste pour être sûr que l'acronyme, tout le monde le saisit bien. Monsieur Bouchard, je pense que vous vouliez vous joindre à nous. Monsieur Bédard, vous êtes toujours là, donc si vous voulez joindre. J'avais deux petites Oui, questions.
La première, j'ai une petite confusion entre le 1400 € que vous avez nommé et le 500 cumulable jusqu'à 5000. Donc, je voulais être sûr de bien comprendre la différence. Et la deuxième des choses, je voulais savoir si vous aviez des données. Moi, c'est Sébastien Bouchard de la FSE-CSQ. Donc, si vous aviez des données sur l'utilisation des formations qui sont plutôt des formations courtes, est-ce que ça mène les personnes à aller se qualifier dans des vraies formations diplômantes et qualifiantes? Ouais. Je réponds ou Gilles voulait répondre? Allez-y, Sur les allez-y. 1400 €, je vais préciser. 1400 €, le chiffre, c'est 1434, je crois exactement, TTC. C'est en moyenne les gens qui ont utilisé en 2022 un CPF, ils ont déboursé de leur compte personnel de formation 1434 €. Donc ça, c'est la dépense en 2022 moyenne en CPF. Par ailleurs, chacun capitalise 500 € plafonné à 5 000 €. C'est une sorte de, comment dire, de crédit là que l'on a. Mais il y a des gens qui ne prennent pas. Aujourd'hui, je crois qu'on y est. Je sais pas, je parle sous l'autorité de Gilles, je ne me souviens plus. Je crois qu'aujourd'hui, en France, on est aux 5 000 € pour les salariés qui avaient du DIF avant, et je crois qu'on y Oui, arrive. voilà. Ouais. Je crois que c'est cette année qu'on va y passer. Et à partir de l'année prochaine, si vous n'avez pas dépensé votre crédit, il va rester plafonné à 5 000. Mhm. Voilà, Alors, mais ça apporte techniquement, des là, précisions, M. Bouchard. Est-ce que ça clarifie un peu toutes ces notions-là? Oui, OK. Alors, après, sur les alors, formations courtes, effectivement, on l'a dit tous les deux. Je passerai volontiers la parole à Gilles. Moi, je ne vois pas sur les chiffres que j'ai, ou qui sont totalement officiels de la Caisse des dépôts et consignations. Je ne suis pas chercheur, donc Gilles l'est, donc peut-être qu'il aura plus d'informations. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'études qualitatives sur vraiment qu'est-ce qu'on fait comme formation. Mais on voit quand même que ces indices-là que l'on a, c'est des formations courtes, quoi. Donc, c'est probablement pas super qualifiant. Mais je pense qu'il faudrait faire vraiment des études beaucoup plus profondes et approfondies pour pouvoir avoir une vision claire. C'est trop tôt, je pense. Oui, hein, comme Mais vous disiez ça tout à devient l'heure, on mieux. commence à avoir une évaluation quantitative, mais on manque encore de, d'années d'expérience pour savoir. Mélanie, je vois pas votre nom de famille. Desrosiers, Mélanie Desrosiers. Desrosiers. Ouais, moi, je travaille, là, je m'en vais peut-être un petit peu ailleurs, mais je travaille Allez-y. pour l'ABC des Hauts-Plateaux. Donc, on est un organisme en alphabétisation et en lutte au décrochage scolaire. Donc, des adultes peu qualifiés, je vais le dire comme ça, des jeunes adultes et des plus vieux peu qualifiés, on en voit beaucoup, beaucoup. Puis, depuis tantôt, je me demande jusqu'à quel point, si c'était implanté au Québec, tu sais, comment ça pourrait motiver ces jeunes adultes-là à essayer d'aller rechercher une formation, tu sais. Puis j'essaie de voir dans le contexte où on est, nous, est-ce qu'ils trouveraient le temps? Est-ce que c'est vraiment la motivation? Qu'est-ce qui ferait qu'ils iraient vraiment chercher cette formation-là? Fait que je ne sais pas si je sais que le qualitatif, là, vous n'êtes pas loin dans les études par rapport à ça, mais je ne sais pas si vous avez quand même un petit peu de données sur les personnes les moins formés, là, je vais utiliser les plus vulnérables, là, c'est peut-être exagéré, mais en même temps, est-ce que ces personnes-là finissent par l'utiliser? Parce que pour moi, c'est comme ces personnes-là qui seraient importantes à motiver puis à tourner les former pour qu'ils puissent retourner sur le marché du travail de façon plus gagnante pour elles-mêmes. Mais je sais pas jusqu'à quel point je suis dans la bonne track là, avec ma question ou mon raisonnement, disons. Ah, c'est intéressant. On a un chiffre à vous donner, 40%, alors toujours étude CDC, hein, Caisse des dépôts et consignations, qui gère le CPF en France. 40% des gens qui sont partis en formation en 2022 et avaient moins que le bac, 20% avaient le bac et 40% avaient un bac plus 2 ou plus. OK. Voilà. Moi, ce que je peux. C'est pas inintéressant, 40%, mais bon, on ne retrouve pas la proportion. Il faudrait la caler avec la proportion des salariés en France. Je pense qu'on est un peu moins bien, si on voulait. J'ai l'impression qu'on est un peu moins bien, mais c'est pas horrible non plus, quoi. Vous voyez, c'est pas un écart. Mélanie, avez-vous envie de réagir à ça? Non, ben au moins, c'est intéressant d'avoir, c'est ça, juste une idée, mais c'est vraiment
je cherche. Puis, tu sais, moi, je suis là, je me suis inscrite aux 4 webinaires dans le sens où je veux essayer de trouver comment motiver les adultes avec lesquels on travaille pour Oui. retourner en éducation. Donc, c'est ça. Je risque, si j'ai des interventions, de toujours être dans le concret avec mon petit monde à moi autour. Là. Mais c'est bien, c'est ça qu'on veut, d'ancrer ça dans du concret, dans une Ouais, réalité qui est. Puis la motivation, c'est pas rien, là. ouais, Ouais, c'est ça. c'est un combat au quotidien, hein. Oui. Là, je vois que ça l'anime. Je vais y aller un peu dans l'ordre, Monsieur Doré. Ça vous fait réagir un peu tout ça? Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez nous apporter? Il y Plongez. avait des gens qui avaient levé la main avant moi, là, mais Ah, pas- oui, j'ai mal vu. je veux pas utiliser ma position. Il y avait au moins Marie-Lou. Il y avait au moins Marie-Lou là, de Ah, la Il y avait SOCAF qui avait Marie-Lou, déjà entre j'ai pas sa autres, vu main. oui. Marie-Lou. Oui. Bon, ben, allez-y, Marie-Lou. Vous voyez comme monsieur est gentleman. Merci. Marie-Lou Lépine-Goujon, co-coordonnatrice à la Coalition des organismes communautaires autonomes de formation. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. En fait, ça suscite toutes sortes de réflexions dans ma tête, mais j'aimerais peut-être revenir sur un point. En fait, j'entends beaucoup formation qualifiante, formation diplômante. Je pense que ce genre de compte personnel de formation-là pourrait être davantage élargi vers des formations euh, pas forcément diplômantes, pas forcément qualifiantes. Pour moi, en fait, j'aimerais ça voir le compte personnel de formation utilisé à d'autres fins, par exemple, que dans un contexte de formation puis de retour au travail. J'entends d'ailleurs qu'au Québec, on a beaucoup de subventions, effectivement, pour la formation qualifiante pour le marché du travail, mais je pense vraiment que dans un contexte d'éducation tout au long et au large de la vie, on devrait penser vraiment plus large. Une petite formation non qualifiante peut être tout à fait pertinente pour permettre à la personne d'acquérir des compétences pour améliorer son autonomie, faire en sorte qu'elle gagne en confiance en elle, qu'effectivement, peut-être éventuellement, elle aille sur le marché du travail, mais je pense vraiment qu'on devrait arrêter de penser dans le. Puis je sais, on a une approche comme ça dans la société, très diplôme, mais je pense qu'on a vraiment tout intérêt à élargir notre conversation autour de quelle formation permettrait aux personnes d'avoir une meilleure autonomie, d'avoir une meilleure des compétences pour s'impliquer dans la société de toutes les sortes de façons. Puis je pense qu'il faut le garder en tête. Par exemple, le milieu communautaire offre toutes sortes de magnifiques formations, pas forcément diplômantes, mais pertinentes à moindre coût pour permettre aux personnes d'avoir toutes les pleines capacités de s'impliquer dans la société, puis finalement d'atteindre le bien commun et le bien public. Pour reprendre le forum, le sujet qui anime ces temps-ci les CA. Donc, voilà, c'était mon petit grain. Oui. Je pense qu'on aurait tout intérêt à penser le compte personnel de formation dans une perspective large, autant en France qu'au Québec d'ailleurs, parce que ça, moi, d'entendre qu'on stick sur le salaire, les formations pour... Les permis de conduire. Ah oui, le travail, oui. Voilà, ça va au-delà, je trouve les que les petites compétences. formations, il n'y a aucun problème à ça. Et là, je m'enflamme, mais je suis enthousiaste, je vous laisse parler. Mais merci beaucoup. Oui, mais c'est intéressant qu'il y ait autant de valeur. Puis ça, je voulais vous demander, avez-vous des exemples là, qui vous viennent là, quand vous pensez à des formations? Là, moi, ça me faisait penser à tout ce qu'on appelle les soft skills, toutes les compétences. Puis, on a aussi les core competencies qui a été développé, là, qui fait vraiment, qui est très tendance en ce moment, là. Je le dis en anglais parce que c'est comme ça vient là, de rattaché aux objectifs de développement durable. Ils se sont dit, c'est bien beau d'avoir 17 objectifs de développement durable, mais pour y arriver à ces objectifs-là, ça prend des compétences. Et là, il y a un groupe qui s'est posé la question ouvertement, c'est quoi ces compétences-là clés pour adresser les enjeux de développement durable? Enfin, ça fait vraiment ça. Alors, je vous invite à plonger. Allez-y. Moi, je trouve ça très intéressant parce que ce que vous disiez, en fait, c'est ce qu'on a vu en France aussi, c'est-à-dire on a vu ce passage des dispositifs qui encourageaient un peu l'éducation permanente, où on avait des formations de type professionnel, mais aussi culturel, etc., à de plus en plus des dispositifs de formation très en lien
avec l'emploi, l'insertion professionnelle, la reconversion professionnelle, etc. Et on y a certainement perdu un petit peu en richesse. Alors, juste pour préciser, avant le CPF de 2014 à 2018, l'ancien dispositif qui s'appelait le droit individuel à la formation, qui a été repris mais modifié, permettait de faire des formations qui n'avaient rien à voir avec le milieu professionnel. On pouvait, par exemple, si on avait un crédit de formation, on pouvait pouvoir suivre une formation pour apprendre à faire de la pâtisserie, par exemple. Là, j'habite en Bretagne, il y a un haras pas très loin d'ici. On pouvait suivre un stage pour conduire un attelage de chevaux, par exemple. Voilà. Donc là, aujourd'hui, c'est plus possible avec le CPF. Alors, si ça a été enlevé, c'est qu'il y a eu aussi parfois un petit peu aussi des abus par rapport à ça. Mais je sais que beaucoup d'entreprises se disaient, tiens, finalement, il fallait demander l'autorisation de son entreprise dans certains cas. Mais des entreprises, et notamment des grandes entreprises de la région, disaient, bah, finalement, on accepte, parce que c'est aussi un point de motivation. Ça permet aussi aux personnes de rencontrer d'autres personnes. Et donc, voilà, il n'y a pas que des formations professionnelles dans la vie, etc. Mais c'est vrai que là, on le voit avec le CPF, hein, des formations courtes en anglais ou en informatique, ça n'a pas forcément pour tous les salariés une utilité à très court terme parce qu'ils reviennent dans leur environnement de travail et finalement, ils ne vont pas forcément plus utiliser l'anglais qu'ils ne l'utilisaient avant, quoi. Et voilà. Mais le but du CPF, et pour reprendre j'ai oublié le nom de la dame qui travaillait avec des personnes en situation de. Marilou, Mais, Lépine-Gourgeon. oui, Non. oui, voilà. Oh, Mélanie, j'ai oublié le nom de famille. Ouais. Voilà, eh ben, en tout cas, ce que disait Mélanie, moi je trouve ça très intéressant parce que là, le CPF, ça peut être conçu. Alors, ça peut marcher pour cette clientèle-là ou ce public-là, ça peut marcher si derrière il y a du conseil. Mais en entreprise, par exemple, souvent les situations d'inalphabétisme ou d'illettrisme, elles sont parfois repérées en entreprise. Alors, des grandes entreprises ou des entreprises moyennes ont des dispositifs un peu pour améliorer ça, notamment en ce qui concerne sur des objectifs aussi de sécurité des personnels, parce que voilà, il faut savoir lire des consignes, etc. Mais peuvent aussi leur dire, bah voilà, en allant en formation, vous pouvez aussi avoir ça. Mais c'est un peu plus difficile. Après, le CPF, c'est pas l'unique dispositif, hein, pour l'alphabétisation. Par exemple, on a aussi les mairies qui peuvent être utiles. Il y a des réseaux associatifs qui sont selon là encore les régions, qui peuvent être assez riches et performants sur le sujet, quoi. Mais en tout cas, l'idée de ne pas toujours se dire la formation, ça sert juste à l'emploi, à l'insertion, moi je suis absolument d'accord, surtout qu'on commence à s'apercevoir qu'on est dans un monde complètement incertain. Je lisais dans Le Monde hier un article en disant la moitié des jeunes diplômés français travaillent dans un domaine qui ne correspond pas du tout à la formation qu'ils ont suivie. La moitié des jeunes qui sortent de l'enseignement supérieur. Donc ça veut dire que voilà, il faut peut-être arrêter avec des formations qui sont trop ciblées sur le côté professionnel, mais apprendre justement des compétences qui permettent justement soit de créer d'autres métiers, soit de s'orienter, soit de développer une culture générale qui permettra de, de s'insérer ou de trouver un métier, ou etc. Bon, merci, c'est intéressant que là, on comprend bien que ça va au-delà des formations, qu'on peut avoir toutes sortes de formations, puis ça rejoint un peu la prémisse de départ du dispositif qui est que ce soit un outil d'émancipation sociale à la main des gens. Alors, l'émancipation, hein, on commence peut-être à y toucher. Monsieur Doré, ça fait longtemps que vous êtes dans le cercle. Allez-y, on vous écoute. Oui, merci, Mhm. merci beaucoup. En fait, j'ai 4 questions. Je vais les donner une après l'autre, puis après, vous pourrez choisir là, pour les réactions ou les commentaires. Ma première question concerne le lien avec les dispositifs qui ont varié au cours des années, là, mais qui existent depuis au moins 1971, de formation continue. On sait très bien que le volet
formation personnelle dans les dispositifs de la formation continue, donc dans la formation en entreprise, n'a jamais marché. Et quand quelque part, même la dernière version, là, qui était le CIF ou quelque chose comme ça, vous en avez parlé tout à l'heure, ça ne marchait pas non plus. Donc, la question que j'ai, c'est, peut-on considérer que le compte personnel est quelque chose qui est en poursuite ou en rupture par rapport à l'histoire là, des 50 dernières années là, de la formation continue, de la formation professionnelle continue, telle qu'elle pouvait exister chez vous, comme telle. Bon, ça me montre aussi un peu, ça dit sans vouloir mon âge, là, mais bon, c'est pas grave. Mais Deuxième question. oui, peut-être qu'on a le goût de répondre. Est-ce que c'est en rupture ou c'est en poursuite? Juste, Sans poursuite, sans oui, poursuite. c'est en Oui. poursuite. Êtes-vous, est-ce qu'on, Ah non, moi je suis Monsieur pas d'accord, Dennery? c'est en rupture. Oui, en rupture? Ah oui? Et Monsieur Peintre, c'est une rupture ou une poursuite? Ah, pour moi, c'est une rupture. Oui? Monsieur Vous voulez Peintre, que, qu'est-ce que vous en vous voulez que je pensez? précise? Oui, Non, je oui, vais ben laisser allez-y. Gilles. Oui. Non, mais je pense qu'on doit être, je pense qu'on est assez d'accord. Enfin, moi, j'ai des collègues qui sont chercheurs, notamment des économistes, et qui disent on est arrivé au bout de la libéralisation du marché de la formation professionnelle. C'est-à-dire qu'on considère avec le CPF que chacun est responsable de son parcours professionnel, etc. On est tous forcément des adultes hyper rationnels et on sait ce qui est bon pour nous en termes de formation. Et on est sur une offre de formation qui est complètement lisible, transparente, et donc, en ayant un petit pécule d'argent pour suivre une formation, la vie va être parfaite. Donc, Mhm. évidemment, je C'est la plaisante promesse. en disant ça, mais voilà, c'est un petit peu la promesse. Mais il y a des économistes qui ont plutôt cette traduction de la loi en disant on amène l'individualisation au bout du bout. Et effectivement, bon, ça pose question parce que si on prend par exemple l'éducation des jeunes là, en fin de secondaire, on leur demande là, dans les prochaines semaines de choisir leur orientation dans l'enseignement supérieur. Et donc, ils sont derrière leur écran, ils doivent choisir plusieurs dizaines de formations et ils ont le choix entre 23 000 formations d'enseignement supérieur. Oula. Il y a Mhm. 700 000 familles en ce moment en France qui stressent avec leurs jeunes pour voir quelle formation. Et bon, alors évidemment, là encore, si on a des compétences pour s'orienter ou si on connaît des gens qui permettent de s'orienter, c'est un peu plus facile. Si ce n'est pas le cas, effectivement, c'est un peu plus difficile. Mais c'est vrai que bon, et c'est les limites du CPF. En tout cas, enfin, il y a aussi des avantages, hein, mais en tout cas, les limites du CPF, c'est de croire que les individus par eux-mêmes sont capables enfin, de se débrouiller en termes Choisir d'orientation. librement leur formation. Ouais, Mhm. voilà, de choisir librement leur formation. Ouais, Mhm. tout à fait. Et ça a beaucoup changé par rapport à avant, parce que, alors, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? Quand je disais rupture, c'est juste un effet, hein. Enfin, c'est juste un principe. Pour moi, il y a rupture parce qu'auparavant, en France, les dispositifs étaient construits sur une logique paritaire et de co-construction avec les partenaires sociaux. C'est-à-dire qu'auparavant, en France, les listes, par exemple, de formations éligibles étaient négociées paritairement, étaient fixées paritairement entre le patronat et le syndicat. L'entreprise pouvait aussi y participer et choisir. Et il pouvait y avoir des accords d'entreprise sur les formations qui étaient portées, qui étaient possibles d'avoir pour les salariés. Donc on était dans une logique collective très forte. Là, la rupture, c'est qu'on est dans une logique individualiste très forte. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Je vous laisserai choisir parce que ça dépend dans quel camp on est. Donc, je ne vais pas prendre de parti là. Mais 2018, c'est une rupture du système, enfin, c'est une casse, je dirais, du système paritaire. Voilà. Et qui a des conséquences ensuite sur les modalités de formation où on est rentré quand même dans une logique de consommation de la formation davantage que d'une co-construction
je dirais, ternaire entre l'employeur, les représentants syndicaux et le salarié. Mhm. Merci, merci, M. Doré, d'avoir apporté cette notion-là de rupture, poursuite. Oui, mais je voudrais Oui, réagir à ce allez-y. qui vient d'être dit, Mhm. parce que l'aspect individualisation de la formation était présent dans le système, entre guillemets, classique de la formation continue, mais n'a jamais fonctionné. Il y a eu, je ne sais pas combien de réformes, puis comme je n'habite pas en France, il y a des réformes que j'ai manquées là, depuis 50 ans. Là. Donc, il y a, fait que dans ce sens-là, je suis assez d'accord qu'il y a une rupture. Il y a une rupture euh, parce que ce que vous semblez dire, c'est que ça marche mieux qu'avant. Donc, il y a bien individualisation, mais ça a sorti le processus de la loi sur la loi de la formation professionnelle continue. Puis là, vous semblez dire que ça fonctionne. En même temps, ça pose ma deuxième question, savoir c'est quoi les ce mécanisme-là, quelles sont les structures d'égalité ou d'inégalité d'accès, quand, en quelque part, j'entends que les formations pour apprendre à conduire une moto sont très, très importantes. Moi, j'ai bien plus l'impression qu'on est dans des formations d'entrée dans la vie adulte de jeunes et qu'à la limite, je dirais, c'est de la formation parascolaire. C'est peut-être l'émancipation, mais je ne suis pas sûr qu'apprendre à conduire de la moto dans un climat de crise écologique, que c'est émancipatoire. Mais ça, c'est une position Oui, bon. plus Ah, philosophique. Vous n'êtes pas obligé on de va la dire que c'est une suivre. moto électrique, là, au moins. Là. Bon, OK, peut-être, ça va. Oui, bon. Et l'autre élément que je voulais souligner qui est lié aussi aux inégalités d'accès, c'est la question de comment est-ce qu'on accède aux fournisseurs de formation. Donc, comment on accède à des formations qui seraient dans des institutions scolaires, alors que si on compare, par exemple, à l'université, si on compare l'université française, c'est gratuit par rapport à l'université québécoise. Donc, cette formule-là est peu utilisable d'une certaine manière, ou je ne sais pas, là, c'est à vous de me le dire. Est-ce que ça a créé un marché privé de la formation? Est-ce que ce marché privé est normé, d'une part? Et comment des organismes populaires, communautaires, des organismes à but non lucratif peuvent s'insérer dans ce marché alors que, dans le fond, dans bien des cas, et puis là, j'étais heureux de parler après Marie-Lou, dans bien des cas, les formations ou bien sont gratuites ou bien équivalentes là, à de la gratuité. Donc, là, c'est que l'importation de ce dispositif de compte personnel dans un pays ou une société, je devrais dire, là, comme le Québec, on peut poser problème au niveau de l'adaptation par rapport à la structure même de l'éducation des adultes. Là. C'est une remarque en forme de question ou une question en forme de remarque. Oui, c'est tout ça mélangé. Comment quelqu'un veut réagir à ça? Ça peut être nos invités, mais tout participant, là, tout le monde, même Madame Catherine Charron, vous avez le micro ouvert, gênez-vous pas à tout moment. Qui veut se lancer? Ben, en fait, je peux parler, mais ça sera pas en réponse à M. Doré, même s'il y a des échos, là, je pense. Oui, ou on pourra y revenir.
ça va de rajouter quelque chose peut-être à la discussion. En fait, moi, je m'appelle Catherine Charon, je suis de l'Observatoire sur la réussite en enseignement supérieur. Donc, je me questionne là, sur l'accès à l'enseignement supérieur pour les populations adultes qui souhaitent entreprendre un retour aux études. Puis là, je retiens en fait la présentation de nos deux experts que le compte personnel de formation, c'est pas un dispositif qui semble disons, très bien conçu pour soutenir un retour vers une formation de plus longue durée, une formation qualifiante de plus longue durée, sans rien enlever à des formations ponctuelles qui peuvent être professionnalisantes aussi. Mais je comprends là, que les fonds, tout ça, sont pas suffisants pour permettre, par exemple, une requalification qui nécessite un programme plus long en enseignement supérieur. Alors, je me questionne comment, dans le paysage plus global là, des politiques publiques en France, c'est comment le compte personnel de formation peut, dans l'architecture des politiques publiques, peut s'articuler avec des politiques qui peuvent venir soutenir un retour aux études pour des personnes adultes qui ont quitté les bancs d'école depuis plusieurs années, qui, dans certains cas, si on fait le parallèle aussi avec le Québec, je connais pas très bien, en fait, pas du tout la situation en France, c'est pour ça que je donnerai l'exemple du Québec, mais on sait qu'au Québec, par exemple, notre système d'aide financière aux études n'est pas bien adapté non plus à la situation des adultes, par exemple, qui travaillent au salaire minimum, qui se retrouvent sans emploi, qui voudraient aller chercher un premier diplôme au collégial ou à l'université. Notre système d'aide financière aux études n'a pas été pensé pour ces profils-là. Alors, dans le fond, moi, je me demande, bon, peut-être que le potentiel du compte professionnel de formation répond à certains besoins puis qui sont tout à fait légitimes et importants. Maintenant, comment, d'un point de vue politique publique, on peut aussi soutenir des projets plus structurants là, de qualification à plus long terme là, des adultes? Pendant qu'on Ouais, peut-être. réfléchit un peu à tout ça, je vais inviter Mylène, notre facilitatrice graphique, à nous partager un peu où on est rendu dans la conversation. Il nous reste une demi-heure juste pour qu'on se fasse un peu à vol d'oiseau, là. Qu'est-ce qu'on a ici dans notre conversation? On est parti de la question. Est-ce que ça contribue est-ce que le dispositif contribue à favoriser l'accès à la formation et à l'apprentissage tout au long de la vie? Ça, c'est notre grande question qu'on essaie de répondre aujourd'hui. Mylène, est-ce que tu as envie de nous partager quelques mots de ce que tu as capté? Ou... Oui, je vais essayer de vous situer un peu. Je suis en train oui. Donc, ce qui est dans un peu le nuage en bas, c'est l'exemple du compte de formation français. C'est ce qu'on entend en grande ligne. Puis, ben, là, au fil des discussions, j'essaie de rattacher un peu les idées. Mais je tiens à préciser qu'il se peut que j'ai accès à l'enregistrement pour peaufiner parce que j'échappe des petits moments qui me semblent vraiment intéressants. Mais c'est ça. Donc, c'est l'idée dans mon visuel actuellement. Alors, on prend quelques secondes pour observer un peu où est-ce que ça se dirige. On a un peu des traits bleus là, qui nous promènent notre œil. On a parlé de l'accessibilité, c'est inclusif. On a pensé à la formation comme bien commun. Hein, on s'est revenu à ça. Le partage des coûts, les formations courtes versus qualifiantes, la liberté de choix. Voilà. Oui. Puis, mais merci beaucoup, Mylène. Ça nous resitue un peu tout ce qu'on a parlé. Puis il y a d'autres gens qui sont dans le est-ce que Mme Charon, Catherine Charon, on peut, il y en a qui ont envie de réagir? Est-ce que Catherine Charon nous a dit un peu, je vous ai coupé là, mais ça vous a donné le temps de peut-être réfléchir, vous avez envie de réagir? J'invite Serge Ravet, qui a le micro ouvert, à plonger avec nous. Oui, moi je voudrais revenir sur la question du collectif, hein, parce qu'il y a une façon d'être collectif qui est avec donc Serge Ravet, un Français hein, dans le groupe.
Donc, situé en France ou au Québec? Parce que... En France, en France, en Ah oui, France. d'accord, OK. Français en France. Voilà. D'accord, on vous écoute. Donc, il y a le collectif avec le paritaire, mais il peut y avoir aussi le collectif avec l'organisation des personnes, par exemple, qui pourraient dire, tiens, mettons en commun notre compte personnel de formation pour avoir du collectif. Donc, ce sera intéressant de savoir si des exemples comme ça, parce que moi, je pense vraiment que le cheminement qui a été suivi en France avec le CPF, c'est exactement le contraire de l'empouvoirment. C'est-à-dire on est vraiment passé dans une individualisation où on est effectivement, on a une offre de formation, on est des clients, on n'est plus vraiment citoyen, on est client, on va acheter de la formation avec de l'argent de poche Mhm. qu'on nous donne. Donc je vois pas, je sens pas du tout, euh, euh, parce que si je compare, en France, on fait des choses, il y a deux extrêmes. On a d'un côté le CPF et puis d'autre côté, on a le réseau des échanges réciproques de savoir. Ça, c'est une belle expérience française. Pouvez-vous le Le réseau répéter, le réseau? des échanges réciproques de savoir, le RERS. L'idée étant que bah, chacun possède des savoirs, et c'est-à-dire y compris des salariés, hein, y compris Mhm. tout le monde possède des savoirs. Et, et donc, comment est-ce qu'on fait pour échanger ces savoirs, les mettre. On a besoin d'acquérir des savoirs, on a des savoirs qu'on veut partager avec les autres. Et c'est quand même, ce que je trouve dommage, c'est qu'on a cette très belle expérience du réseau des échanges réciproques de savoir en France et que on aurait pu s'inspirer de ça aussi pour créer le compte personnel de formation. C'est-à-dire en disant comment est-ce qu'on fait pour mettre en relation l'offre et la demande, qui n'est pas simplement une offre marchande, mais qui est aussi une offre Humaine? collective. Mhm. Donc, les humains au service des humains, puis un savoir partagé. Intéressant. Puis là, je sens que ça fait réagir Émilie qui a envie de... Vas-y, Émilie. Ben, Ou- au tout d'abord, depuis tout à ouais. l'heure, moi, je pensais aux entreprises, puis je me demandais comment réagissaient les entreprises en France par rapport à un tel dispositif. Est-ce qu'ils ont été favorables parce qu'il y a quand même une implication financière de leur part qui leur est demandée? Mais là, la question de Catherine m'a aussi ramené aux universités, puis Mhm. je pense que la question qu'elle posait, justement, est-ce que les universités également étaient favorables à être intégrées ou à ce qu'une partie de leur formation continue soit intégrée dans le dispositif ou pas? Et est-ce que c'est ce qui expliquerait qu'il n'y a pas beaucoup d'offres de formation universitaire qui sont accessibles via le CPF? Donc, à la fois, comment réagissent les entreprises? Parce qu'on sait ici, avec la loi du 1%, il y a des acteurs qui seraient très favorables à ce qu'on le réforme, voire à ce qu'on abolisse cette loi-là. Puis aussi, les universités. Je serais bien curieuse de vous entendre là-dessus, M. Pinte et M. Dennery. Bah, Bon, je sur peux les pas entreprises, répondre pour les entreprises, je laisse Gilles répondre pour les universités. ouais, ouais. Bah, une précision aussi sur le CPF, parce que il y a aussi il y a des conditions dans lesquelles ça peut marcher. Et ça marche déjà pour ceux qui l'ont testé, mais il faudrait à nouveau, je pense qu'il faudrait à nouveau une nouvelle loi dans quelques années pour refaire ça. L'idée de base, c'est que le CPF, globalement, si on arrive à l'hybrider avec d'autres dispositifs de formation, ça peut marcher. Hmm. Dit autrement, le CPF pour un individu, il peut permettre par exemple à faire une validation des acquis de l'expérience, votre reconnaissance des acquis de compétences, etc. Donc là, ce CPF peut être utilisé pour ça ou pour financer justement un bout de formation dans un établissement d'enseignement supérieur ou pas d'ailleurs, hein, mais de financer un bout de formation pour... voilà. Alors, là, la difficulté, c'est il faut une véritable ingénierie d'orientation, une véritable ingénierie pédagogique. Donc, on revient à la même situation que dans les années 70, 80, 90, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour bâtir collectivement des parcours, des parcours pas seulement professionnels, mais enfin des parcours d'adultes. Voilà. Les entreprises, elles, alors, quand on dit les entreprises, enfin, en France, je pense que c'est comme au Québec, on a d'un côté les très grosses entreprises qui très souvent, elles, se disent on va former nos salariés et en général, elles dépensent beaucoup plus d'argent que le minimum requis par la loi pour former leurs salariés. Mais de manière générale, il y a des entreprises qui commencent à dire lorsqu'un salarié a un projet de formation
qui correspond à tant soit peu avec l'entreprise. Alors, quand je dis une entreprise, ça peut être aussi une association, ça peut être aussi la fonction publique territoriale, la fonction publique d'État, etc. On peut abonder. C'est-à-dire que l'entreprise peut dire, vous avez 5 000 euros, eh bien écoutez, votre formation elle coûte 9 000 euros, on va rajouter les 4 000 euros qui vous manquent. Donc ça s'est fait. Même chose pour la VAE. Alors évidemment, ça veut dire que ce soit une entreprise, etc. Moi, j'ai bien aimé la question sur les réseaux d'échange de savoir et comment collecter. Moi, Un collectif, un co-construit de... voilà, c'était très concret parce que moi, en tant que fonctionnaire d'État, j'ai aussi un CPF. Mon CPF, il est quasiment au maximum. Je ne m'en sers pas et j'avais posé la question de le donner à quelqu'un. Techniquement, ce n'est pas possible. Bon. Mais par contre, philosophiquement, conceptuellement. ça serait bien, très bien, parce que on croit dans nos univers de travail, des personnes qui veulent se former, tout le monde n'est pas prof à l'université, etc. Et là, pour le moment, techniquement, c'est pas possible, mais ça serait, effectivement, je pense que de manière, en termes de solidarité, etc., ça serait une bonne chose de se dire, tiens, on peut donner un bout de formation pour que la personne puisse se former plutôt que d'avoir une somme qui est très qui est très, qui est très virtuel. Donc ça, c'est assez important. Mais enfin, en tout cas, je pense que s'il y a un avenir pour le CPF, et si ce CPF devait être utilisé, mis en place dans d'autres pays, je pense que c'est important de dire, voilà, il y a peut-être un côté individualisant, individuel, qui peut avoir certains côtés positifs. La personne se dit, j'ai besoin de ça. Mais en tout cas, il faut arrêter de se dire que la personne toute seule va trouver la solution. Je pense qu'il faut de l'accompagnement, il faut de l'orientation. Et après, éventuellement trouver des bouts de financement qui peuvent permettre de compléter. Bon, voilà, je vous parle de ça dans un monde idéal, Oui, etc. c'est ça. C'est pas que le voilà. monde idéal, c'était le monde qui était prévu surtout dans le dispositif de 2014 du CPF, qui était un système pivot sur lequel tous les autres systèmes devaient se construire. Et donc avec un système d'abondement de tous les autres partenaires. Pôle emploi, les OPCO. Alors les OPCO, à l'époque, ça s'appelait les OPCA, c'est des organismes paritaires collecteurs agréés, donc paritaires. Les branches Et donc, c'était l'idée de départ du CPF d'en faire un dispositif pivot sur lequel l'ensemble des institutions pouvaient apporter quelque chose et pouvaient contribuer pour bâtir des parcours de formation beaucoup plus importants, beaucoup plus puissants, qui pouvaient monter facilement à 10 000, 20 000 euros. Mais ce n'est pas du tout comme ça que ça a été mis en œuvre parce que ça a créé un marché entre-temps qui est venu... on est tombé dans la consommation du CPF et les entreprises, pour répondre à la question, les entreprises ont vite compris qu'elles ne pouvaient rien faire du CPF pour leurs salariés. Et aujourd'hui, rares sont les entreprises qui ont signé des accords d'entreprise pour venir abonder sur le CPF. Il y en a quelques-unes. Et celles que je connais qui l'ont fait, aujourd'hui, s'arrachent les cheveux pour avoir des salariés qui souhaitent avoir des abondements dans leur entreprise. C'est-à-dire, le dispositif est tombé dans un phénomène pervers de surconsommation de petites formations courtes. Et ça, parce que ça a créé un vrai marché. Je vous ai mis dans la conversation un article que j'ai fait sur l'analyse du jaune budgétaire en France. C'est-à-dire tous les ans, l'Assemblée nationale sort les chiffres de la formation en France. Et je les ai retraités et on s'aperçoit que le marché de la formation en 4 ans a augmenté, donc depuis la création du CPF, mais ce n'est pas que le CPF Wanda, il a augmenté en France de 79%. Donc, on a eu une croissance du marché de la formation de 79% entre 2018 et 2022. C'est énorme. Alors, il n'y a pas que le CPF. Oui. Et le CPF, par exemple, dans les premières études qui avaient été faites, on pensait qu'il varierait entre 500 millions et 700 millions. On a dépassé les 2 milliards 100, je crois qu'on est même monté une année à 2 milliards 4, quelque chose comme ça. On est largement au-dessus de 2 milliards en tout. Oui. Alors, pourquoi maintenant on ne peut pas donner son CPF? Et moi, je suis comme Gilles, j'aimerais bien le donner parce que je ne l'utilise pas, mon CPF. Pourquoi on ne peut pas le donner? Parce qu'aujourd'hui, si on mettait en place un système où on pouvait donner notre CPF, de fait, la banque exploserait. Parce que, vous vous souvenez, tout à l'heure, on a parlé, ah ouais, on a 5 000 euros de crédit, etc. Mais si tout le monde vient se présenter à la banque une année et dit, je veux mes 5 000 euros de crédit, mais l'État français ne pourra pas répondre. Vous voyez
D'ailleurs, en ce moment, il va y avoir, c'est prévu, il y a un décret qui en attend, je ne sais plus si c'est un décret qui va sortir ou un arrêté, sur le montant exact, je crois que le décret est déjà sorti, il manque l'arrêté, sur le montant exact de la contribution minimum que chaque salarié devra payer au minimum dans son CPF. Aujourd'hui, quand vous partez en formation, si vous avez 4 500 € sur votre compte CPF, la formation fait 4 200 € ou 4 500 €, vous ne payez rien, zéro. C'est le CPF qui vous couvre. Mhm. Si vous avez 4 500 € et que la formation fait 5 000 €, vous pouvez payer 500 € sur le compte en plus. Et là, maintenant, il va y avoir, c'est prévu, on attend la sortie du montant. Alors, on parle de 50 € par salarié pour freiner, en fait, le CPF. Pour Alors, freiner. pour freiner, c'est-à-dire que, alors là, ça va être une mesure très inégalitaire, bien entendu, parce que 50 € pour quelqu'un qui gagne 1 500 €, c'est pas la même chose que pour quelqu'un qui en gagne 15 000, hein, 50 €. Mais a priori, on irait vers un montant qui tournerait autour de ça. Bon, il y a eu beaucoup de conversations, de discussions, d'échanges, etc. Donc, je peux me tromper sur le montant des 50 €, bien entendu, mais enfin, il y aura un petit montant. Mais pourquoi on fait ça? C'est pour aller à l'encontre, justement, de trop de dépenses. Aujourd'hui, on se pose la question de comment on régule la dépense du CPF. Ah, voilà, c'est là où on arrive. Monsieur Ravet, vous vouliez réagir. On arrive à la fin de notre conversation. Je vous laisse quelques instants pour partager ce qui brûlait les lèvres. Et puis, tranquillement, on va se diriger vers les mots de la fin. Euh, alors, peut-être, avec quoi vous repartez? Que retenez-vous de notre conversation? Pour moi, très, très rapidement, c'est qu'on Mhm. on reste dans une approche du déficit. C'est-à-dire que, voilà, on s'inscrit, on a un compte personnel de formation, c'est-à-dire qu'on a un déficit, on a besoin de formation. Or, on sait très bien qu'à partir du moment où on est dans une posture de reconnaissance, la reconnaissance c'est un formidable outil de motivation. Et donc, se dire que si le CPF, c'était aussi le CPF et puis la Caisse des dépôts en train de travailler sur un passeport d'orientation, un passeport de compétences, si les gens pouvaient afficher leurs compétences et qu'en affichant leurs compétences, que dans le réseau des échanges réciproques de savoir, ça puisse être reconnu par d'autres, ce serait un outil formidable de motivation et qui coûterait absolument rien à l'État. Donc, Mhm. je pense que on a trop tendance à voir, vous connaissez le dicton, c'est que les formateurs c'est un peu comme les personnes qui ont un marteau, tout ressemble à un clou. C'est-à-dire que voilà, on a un problème, on va mettre de la formation. Mais on pourra avoir le même problème et dire on va mettre en place de la reconnaissance et donc en mettant en valeur les personnes que la solution au développement des compétences, à la formation, c'est pas forcément des formations payantes avec un compte personnel de formation, ça peut être aussi des rencontres à l'intérieur d'une entreprise, en inter-entreprise, et donc partir de la reconnaissance comme étant l'élément motivant pour que la personne s'engage dans une formation et pas simplement être dans une posture de déficit. Voilà, vous avez de l'argent, vous avez un déficit, vous allez pouvoir combler ce déficit. Mhm. Donc, d'être dans une autre posture, c'est intéressant. Je vois que Sylvie, vous avez envie de vous joindre. On est vraiment affermés, donc je vous invite à vraiment déposer à nos deux invités, M. Pitt et Dennery, de préparer avec quoi vous repartez, que retenez-vous de notre conversation pour laisser des derniers apprentissages dans le collectif. Sylvie, allez-y, je vous en prie. Oui, ben, c'est simplement que depuis le début, je me dis, j'écoute je pense au programme québécois puis à ce qui existe en France, puis je me dis, le dispositif français est orienté vers les besoins des personnes qui ne sont pas toujours dirigés vers le développement de compétences professionnelles. Les programmes québécois de formation sont orientés vers les besoins de main-d'œuvre et donc, dans une moindre mesure, vers les besoins des personnes. Alors, je me dis, oui, effectivement, la reconnaissance serait peut-être une avenue pour pour pas avoir à essayer de concilier des besoins individuels qui semblent pas toujours être des besoins de formation, de développement de compétences professionnelles et des besoins de l'État qui imposent, ou qui imposent pas, mais qui offrent des Qui formations courtes oriente. qui orientent Mhm. les choix des personnes en disant, ben, si vous choisissez un métier de la construction, ben, vous allez recevoir tant par semaine. Mhm. Mm. Comme Alors, réflexion. alors merci.
Merci, merci. Tout le monde est invité à déposer avec quoi vous repartez, qu'est-ce que vous retenez de notre conversation, hein? Ça se voulait un exercice d'intelligence collective pour creuser un peu la question, à savoir est-ce que ça aurait une pertinence ici au Québec et si oui, un peu creuser qu'en est-il. Il y a des éléments intéressants. On vient de ressortir avec la reconnaissance pour le lien à la motivation, l'élément de l'accompagnement qui n'est pas présent, mais qui serait crucial, ou enfin voir un élément important à considérer. Toute la notion du collectif. Tantôt, je pensais au Québec, on a le UPOP, l'Université populaire, qui a toute sa forme très vivante de faire de la formation, du développement personnel et développement de compétences. Euh, bon, qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on en retient? Je vous invite à ouvrir votre micro, là. Allez, soyez libre. Ou oui, bien sûr, ou de le partager dans le chat si c'est le médium, le canal de communication que vous préférez. Libre à vous. Qui se lance pour les mots de la fin? Est-ce que ça nous aiderait de voir un peu on est rendu là, de voir ce que Mylène capte jusqu'à maintenant? Elle disait qu'elle allait ajouter un peu en réécoutant l'enregistrement parce que des fois, ça va vite, puis les éléments sont intéressants. C'est tout un exercice, hein? Si c'est la première fois que vous voyez de la facilitation graphique en direct comme ça, là, c'est c'est tout un exercice. Alors voilà ce que la facilitation graphique nous donne à ce moment-ci de la conversation. On, on voit un peu des mots-clés. C'est un peu pêle-mêle. Je vais essayer de m'organiser un petit peu. Oui, oui, mais on voit à gauche, hein, qui est un peu de où on est parti, la visée, l'intention d'un outil d'émancipation sociale. Et puis après, on a bifurqué vers les formations courtes versus qualifiantes. On a parlé du quantitatif, du qualitatif qui est moins présent, l'individualisation de la formation. Ah, c'est bien, on voit notre petite moto, là. Ça, je pense que ça a frappé notre imaginaire, hein, on avait dit que c'est un grand succès pour les formations de la moto, les permis. Comment vous réagissez? Tout le monde qui est là, allez-y, si vous avez envie, là, ouvrez votre micro. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous, qu'est-ce qui ressort là pour vous? Monsieur Peintre, Monsieur Dennery, avec quoi qu'est-ce que vous avez envie avec quoi avez-vous envie de nous laisser comme petite synthèse ou mot de départ? Alors moi, en synthèse rapide, je dirais que pour l'instant, on ne sait pas si ce dispositif est bien ou pas bien. Voilà, donc je ne porterai pas de jugement. Je pense qu'il a déjà été un peu dévoyé, d'une part. D'autre part, je reprendrai les termes de Gilles tout à l'heure, on est allé sur une surindividualisation et sur une surconsommation. Mais il est encore possible peut-être de retourner dans un autre sens, notamment avec deux outils que sont, on a parlé tout à l'heure d'accompagnement, que sont le CEP en France, c'est le Conseil en orientation professionnelle, qui permet de rencontrer un conseiller et avant de choisir son CPF, on peut l'utiliser pour choisir la meilleure formation. Je crois que c'est un dispositif, il a 10 ans, le CEP, mais il a toujours pas démarré, quoi, vraiment. Si mes souvenirs sont bons, c'est 2014, hein, mais on a tellement de réformes en France qu'on les perd. Donc, ce CEP pourrait, s'il était bien fait, bien complété au CPF, apporter vraiment quelque chose, voilà, qui permettrait peut-être de remettre un peu de l'aide pour les personnes qui ont le plus de difficultés à choisir leur formation. Et la deuxième chose, c'est la co-construction avec les entreprises
et le retour du paritarisme. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il y a des possibilités de faire revenir le paritarisme dans la course si la Caisse des dépôts et consignations simplifie ses démarches et facilite la co-construction. Mais c'est une question presque d'informatique et de plateforme technologique. Merci beaucoup, Monsieur Donnery. Votre mot de la fin, Monsieur Painte? Moi, je suis absolument d'accord avec ce que vient de dire Marc. Moi, je pense que, sur le côté positif, le CPF, ça permet à des salariés qui n'en avaient pas forcément conscience de se dire, tiens, si j'ai un projet, éventuellement, je peux me former si j'ai un besoin de formation. Hein, mais voilà, il faut déjà pouvoir se le dire, etc. Mais c'est plutôt le côté positif et de se dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire avec 5 000 euros, etc. Maintenant, si on laisse les gens tout seuls, ça risque de pas bien fonctionner. Donc, je pense que derrière, il faut absolument qu'on renforce les structures d'accompagnement. Alors, là, ça devient aussi plus compliqué, mais c'est-à-dire que les structures d'accompagnement ne travaillent pas que pour elles. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas que l'université ne travaille que pour elles, il ne faut pas qu'une école d'ingénieur ne travaille que pour elles. C'est essayer de se dire, dans une logique de formation tout au long de la vie, comment est-ce qu'on fait pour justement essayer de se dire sur 5 ans, 10 ans, 12 ans, on essaye de construire un parcours avec la personne, quoi. Donc, voilà, c'est pour ça que je préfère le mot, moi, de personnalisation que d'individualisation, entre guillemets, parce que voilà, je pense que c'est bien de se dire la personne a des besoins, il faut lui permettre de les exprimer, etc. Et puis, je reviens sur l'autre intervention aussi de notre collègue français, là, mais je crois que c'est important aussi, c'est que tout ne passe pas par la formation. Enfin, tout le développement d'un adulte ne passe pas uniquement par la formation, quoi. Donc, il faut aussi peut-être permettre un peu plus de reconnaître l'expérience des parcours qui ont été menés, quoi. C'est pour ça que moi, j'ai pas mal travaillé aussi sur la validation des acquis de l'expérience. Et je pense que c'est un dispositif, là encore, qui date maintenant de un peu plus de 20 ans, enfin, un peu plus si on prend les années 80, mais on voit que encore beaucoup de travail pour que ce dispositif devienne un peu une norme, ou qu'on se dise, tiens, finalement, c'est pas un diplôme au rabais, c'est une façon autrement de voir les choses et de voir justement des parcours professionnels, quoi. Voilà. Merci beaucoup. On a plein de pistes d'amélioration, de pistes de réflexion pour répondre à cette grande question qu'on avait au départ, hein. Est-ce que ce dispositif serait intéressant ici au Québec et comment pourrait-il contribuer à favoriser l'accès à la formation et l'apprentissage tout au long de la vie? Alors, on a peut-être répondu, ou tenté de répondre, mais on a certainement des pistes pour répondre à cette question. Émilie, à toi. Bien, en terminant, je tiens chaleureusement à vous remercier, M. Painte et M. Dennery, d'être venus nous partager vos réflexions, vos idées pour alimenter notre réflexion et notre discussion collective. Merci à toutes les personnes qui ont assisté au webinaire et à tous mes collègues également qui ont contribué à sa réalisation. Je vous invite au prochain webinaire qui aura lieu le 14 mars sur le thème justement d'un portfolio ou d'un carnet de compétences. Donc, ça aura lieu le 14 mars. On aura justement le plaisir d'avoir M. Serge Ravet, notamment, avec nous comme invité. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien, sur le site de l'ICA, on partagera évidemment la synthèse visuelle qui aura été réalisée par Mylène et un compte-rendu de nos échanges d'aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, puis on vous invite à participer aux autres webinaires de la série. Alors, on se dit à la prochaine. Merci. Au revoir.